bienvenue dans ce fascinant voyage dans le temps. Avant de commencer, comme toujours, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucun contenu futur. Commençons tout de suite. Eugenio Maria Pacelli, connu sous le nom de Pie XII, fut élu pape en 1939, à une époque marquée par des événements dramatiques dans toute l'Europe. En Italie, Benito Mussolini était au pouvoir, tandis qu'en Allemagne, Adolf Hitler gouvernait. Le prédécesseur de Pacelli, Pie XI, ne s'était pas opposé ouvertement au fascisme au début de son pontificat, mais vers la fin, il avait l'intention de condamner aussi bien le fascisme que le nazisme. Cependant, il mourut le 1er février de cette même année, avant de pouvoir publier son discours, lequel fut détruit sur ordre du cardinal secrétaire d'État, Eugenio Pacelli. Pacelli, avec un passé diplomatique, adopta une approche plus prudente. Dès juillet 1933, il avait signé un concordat avec l'Allemagne nazie, officiellement destiné à protéger les catholiques allemands, mais qui représentait aussi de manière implicite une reconnaissance du régime du Troisième Reich. Le pontificat de Pie XII reste encore aujourd'hui sujet à controverse. Il fut critiqué pour ne pas s'être exprimé fermement contre le fascisme et le national-socialisme, pour son silence pendant l'occupation allemande de Rome, les rafles de juifs, et pour ne pas avoir publiquement condamné les crimes des camps d'extermination, connus depuis 1942. Le journaliste britannique John Cornwell alla jusqu'à le surnommer, de manière provocante, le pape de 1942, Hitler. Une accusation infondée car, en réalité, Hitler se méfiait du pontife et méprisait ses déclarations de solidarité envers les victimes des persécutions. Des rapports secrets en provenance de Rome indiquaient que Pie XII était favorable aux Juifs. Son apparente ambiguïté, selon ses propres déclarations après la guerre, visait à éviter des conséquences encore plus graves. Il est cependant indéniable que de nombreux juifs et antifascistes trouvèrent refuge dans les couvents et au sein même du Vatican, grâce à l'engagement de l'Église catholique. Le jugement sur la figure de Pie XII reste complexe. En mars 2020, le pape François a ouvert aux chercheurs les archives vaticanes relatives à son pontificat, offrant ainsi la possibilité de nouvelles interprétations fondées sur des documents inédits. Un fait avéré concerne toutefois l'état de son corps pendant les Novendiali, les 9 jours d'exposition publique prévus par le cérémonial funèbre papal selon le Ordo Exequiarum Romani Pontificis. Les funérailles des papes suivent un très ancien rituel. Le pontife reçoit les sacrements, exprime ses dernières volontés, et lorsque l'agonie s'intensifie, le secrétaire d'État informe le doyen du Sacré Collège, qui convoque les cardinaux. À la mort, conformément à la tradition, le médecin du pape, l'archiatre, vérifie l'absence de respiration en approchant une bougie allumée de sa bouche. Une fois le décès confirmé, les cardinaux rendent hommage au corps, suivis par les membres de la famille, les religieux et la garde noble en grande tenue. Ensuite, le camérier prend le contrôle des biens et proclame officiellement la mort du pape. Jusqu'en 1878, on procédait au rite du marteau. Le camérier frappait 3 fois le front du défunt avec un petit marteau en argent, l'appelait par son nom et prononçait la formule « Vere Papa Mortuus Est ». Ce rite disparut progressivement, probablement parce qu'Eugenio Pacelli, futur Pie XII, refusa de l'accomplir à la mort de Pie XI. Dans les 24 heures suivant le décès, le corps devait être embaumé. Les viscères, appelées précordia, étaient extraites et conservées séparément. L'embaumement avait pour but de préserver le corps pendant les 9 jours d'exposition. Cependant, dans le cas de Pie XII, l'embaumement fut mal réalisé, ce qui accéléra le processus de décomposition. Le responsable fut Riccardo Galeazzi Lisi, oculiste et archiatre pontifical, une figure controversée déjà impliquée dans des scandales et des affaires judiciaires. Malgré sa réputation douteuse, il ne fut pas renvoyé, probablement par respect pour son demi-frère Enrico Galeazzi, fonctionnaire du Vatican. Pie XII, homme réservé, souhaitait mourir dans la solitude, mais il se retrouva finalement entouré de personnes non désirées au moment le plus intime de sa vie, sa mort. Mais il n'y parvint pas. Parmi les personnes présentes lors de l'agonie de Pie XII se trouvait précisément Riccardo Galeazzi Lisi, qui avait depuis longtemps l'habitude de vendre à la presse des informations confidentielles sur la santé du pontife. Le pape se trouvait au palais pontifical de Castel Gandolfo. Le 5 octobre 1958, malgré sa santé affaiblie, il célébra la messe, reçut une délégation de notaires et récita ses prières à la Vierge Marie, concluant la journée par la bénédiction apostolique aux fidèles réunis dans la cour. Pendant la nuit, il fut frappé d'une ischémie qui le plongea dans le coma. Il reçut l'extrême onction et ne survécut que grâce à une bonbonne d'oxygène. Profitant de la situation, Galeazzi Lisi prit en cachette des photos du pape mourant avec un appareil Polaroid et les vendit au magazine français Paris Match, ainsi que d'autres images prises juste après sa mort, avant que le pontife ne soit vêtu de ses habits papaux.
Le 7 octobre, un miracle sembla se produire. Pie XII se réveilla et passa la journée à prier et écouter de la musique. Il avait confié à sœur Pascalina Lennert son désir d'avoir au moins un jour pour se préparer spirituellement à la mort, et c'est exactement ce qui se produisit. Cependant, le matin du 8 octobre, vers 7 heures, le pape retomba dans le coma. À 11h11, une agence de presse annonça sa mort. Avant midi, des éditions spéciales de 4 journaux furent publiées avec le titre « Le pape est mort ». Mais le pontife n'était pas encore décédé. Galeazzi Lisi avait convenu avec les journalistes d'un signal secret pour annoncer la nouvelle en avance, mais une religieuse, ignorant cet accord, effectua le geste convenu, provoquant la confusion. Le pape mourut réellement à 3h52 du matin le 9 octobre. Mais le pire restait à venir. Selon Galeazzi Lisi, Pie XII ne voulait pas être embaumé, préférant que son corps reste intact. Toutefois, Galeazzi Lisi affirma aussi avoir reçu du pontife l'autorisation d'utiliser une technique de conservation révolutionnaire, inspirée de méthodes anciennes, semblables à celles qui auraient été utilisées, selon certains, pour le corps du Christ. La procédure consistait à recouvrir le cadavre d'huile, de résine et d'herbes aromatiques, puis à l'envelopper dans des couches de cellophane. Un choix qui, avec la chaleur, accéléra horriblement la décomposition. Le corps, exposé dans la salle des Suisses à Castel Gandolfo, commença à montrer des signes évidents de dégradation. Des rides profondes marquèrent le visage, l'abdomen se gonfla à cause des gaz internes et des liquides sombres s'écoulèrent de la bouche et des yeux. L'odeur devint insupportable, provoquant des évanouissements parmi certaines gardes d'honneur. Pendant le transport vers le Vatican, le corps du pape, déjà gravement altéré, explosa littéralement au niveau du thorax. Après une halte à Saint-Jean-de-Latran, le cadavre, désormais dans un état épouvantable, fut traité pour le rendre au moins présentable. Le visage était noirci, la cloison nasale effondrée, la bouche déformée, en une grimace terrifiante. Les médecins appliquèrent un masque de cire pour dissimuler les dommages, mais la décomposition était déjà irréversible. Après 9 jours d'exposition sous le baldaquin du Bernane, le corps fut inhumé dans les grottes du Vatican. Une fin tragique pour un pape qui, dans la mort, montra cruellement la fragilité de la vie humaine. Les gardes d'honneur se relayaient toutes les 15 minutes pour supporter la puanteur. Galeazzi Lisi, surnommé l'archiatre corrompu, fut expulsé à vie du Vatican par le pape Jean XXIII et radié de l'ordre des médecins pour indignité, en raison de la vente de photos du pape et d'informations confidentielles. La mesure fut ensuite annulée pour vice de forme. En 1960, il publia un livre en français pour se défendre, mais n'avoua jamais sa faute. Il mourut en 1968.